yomvwama esa valeur na mongamba po Kongo itongama bivine moleka Voilà, la République démocratique du Congo, donc, compte une population de plus en plus croissante dans la diaspora. Oui. Cette diaspora, normalement, constitue une force, n'est-ce pas, pour le pays et devait être bénéfique. Elle est bénéfique. Et pour faire un lien avec ce que je disais par rapport à l'histoire, c'est qu'on va se rendre compte que la diaspora, que le phénomène de la diaspora va se développer à l'aune de la crise économique. C'est-à-dire, c'est au fur et à mesure que les choses allaient très mal, notamment sous Mobutu, la diaspora va se développer parce qu'il y a des rationalités sociales. Les gens, la diaspora a toujours été un phénomène, souvent d'ailleurs, soit religieuse, soit religieux, en fait dans ses causes. Les causes ont toujours été religieuses ou économiques essentiellement. Donc ce sont des conditions économiques drastiques du pays qui feront que les Congolais, donc à l'époque les Zaïrois, vont se mettre à sortir. D'ailleurs, les causes politiques sont assez marginales, hein, parce que pour ceux qui étaient vraiment arrêtés pour des raisons politiques étaient plus ou moins rares. Parce que c'était l'élite, les Nguns Carlibond, voilà. Donc, d'une manière générale, ce sont les conditions économiques qui vont pousser les Zaïrois à l'époque, et ensuite les Congolais, à sortir de leur territoire, essentiellement d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de l'Europe, mais en Afrique d'abord, Togo, Cameroun, Côte d'Ivoire, et enfin évidemment Miguel, en Europe. Et aujourd'hui, avec les temps, nous constituons, nous la diaspora, une force économique terrible, parce que aller à Western Union, nous envoyons chaque mois des millions d'euros. Donc ici, vous avez un monsieur, un diasporien, c'est-à-dire vous et moi, qui a de la famille au Congo, qui envoie de l'argent. Voilà, ça c'est un membre de la famille au Congo-Kinshasa. Ici, j'ai mis membre de famille du Sud. Hein. Donc quand je dis au Sud, bon, ici on parle du Congo, mais prenons simplement l'image, hein, le Nord, c'est-à-dire les pays développés, les gens qui sont au Sud. Hein. Alors ici, vous avez un entrepreneur ici au Nord. Voilà, donc moi j'ai de l'argent, j'envoie à ma famille. Ça passe via des intermédiaires financiers de transfert, ou je peux l'envoyer par des membres de famille. Souvent, quand les gens viennent ici et qui rentrent, on a tendance à leur donner des fois un peu d'argent et tout ça. Donc ce sont des moyens de transfert d'argent. Cet argent arrive au destinataire au Congo-Kinshasa. Et comme vous le voyez bien, nous avons une économie à 90% de consommation, parce qu'on a démontré encore dans certains rapports que dans tout ce que nous importons, il y a à peu près 98% de biens de consommation et 2% de biens de production. Ça veut dire que tout ce que nous envoyons au Congo-Kinshasa est directement affecté à la consommation directe ou à la consommation indirecte via les services, c'est-à-dire la scolarité, le transport et tout ce que vous voulez, ou bien les soins médicaux. Et donc, le membre de la famille fait des courses, on appelle ça comme ça, il va au grand marché de Kinshasa. Ce n'est qu'une illustration. Et qu'est-ce qui va se procurer au grand marché de Kinshasa? Ce sont les produits de première nécessité. Donc on peut démontrer par exemple qu'au grand Zandu, au grand marché aujourd'hui, même l'huile, même les tomates sont importées. Voilà, donc
soit ce sont des produits manufacturés, alors ici je vois les habits et tout ce qui peut tourner autour. Et il y a les services et autres. Alors ici, quand je mets services et autres, comme je le dis, par exemple, quelqu'un qui envoie de l'argent parce qu'il y a des problèmes de Minerval au Congo, l'argent est payé à l'institution pour le Minerval, cet argent est payé au professeur, le professeur affecte directement cet argent à la consommation parce qu'il doit faire des provisions chez lui à la maison. Donc, qu'on le veuille ou pas, on repasse toujours par le même marché. Et donc, qui approvisionne ces différents marchés, c'est l'entrepreneur de l'extérieur. Ça peut être un Asiatique, ça peut être un Européen, mais comme nous savons que nous importons tout, donc cet argent fait une boucle et la personne a des devises et cette personne est aussi l'employeur de la personne qui a envoyé de l'argent. Donc, on est en boucle, c'est-à-dire l'argent quitte et va. C'est un schéma assez classique, hein. Donc c'est juste pour une illustration. Je ne dis pas que les choses se font exactement comme ça, mais prenons ça juste pour voir à quoi rime l'hypothèse. Alors là, je peux passer. Donc, le résumé de l'hypothèse, les fonds envoyés sont directement affectés à la consommation directe. Or, par absence de production locale, 90% des biens de consommation sur les marchés sont importés. Conséquence, les fonds ne font qu'une boucle nord-sud-nord. Deuxième résumé, les fonds estimés annuellement à quelques millions d'euros ne créent pas la richesse au Congo, encore moins l'emploi, mais surtout la dépendance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La personne qui doit envoyer de l'argent ici parce qu'il doit soutenir sa famille, cette personne s'endette dans la mesure où, des fois, il ne peut même pas répondre à ses obligations fiscales. Et la personne qui est au Congo-Kinshasa, qui reçoit cet argent, vit à ses dépens. C'est une personne qui vit et qui commence même à faire son budget en fonction d'un grand frère, d'une tante ou d'une cousine qui est en Europe. Donc il y a le lien de dépendance qui appauvrit celui qui est à Kinshasa et il y a le fait que la personne qui est ici, qui envoie toujours via les agences de l'argent, s'appauvrit. Parce que lui, il a des problèmes avec le fisc, il a beaucoup d'obligations ici et ce n'est pas de l'argent déductible des impôts. Dans certains cas, oui, mais dans la majorité des cas, quand vous envoyez de l'argent au Congo-Kinshasa, c'est à vos dépens. C'est-à-dire aujourd'hui, si les populations congolaises essayent de vivre ou ont accès à certains objets de la modernité, c'est grâce à la diaspora qui envoie de manière récurrente, de manière régulière, de l'argent ou des biens, des voitures, voilà. Alors, comme dans toutes les populations qui se sont disséminées à travers le monde, quelles que soient leurs origines, que ce soit européennes, indiennes ou autres, ou africaines, ces gens qui constituent ces diasporas se sont toujours organisés. C'est ainsi que, en ce qui concerne la diaspora de la République démocratique du Congo à travers le monde, il y a beaucoup d'associations. Nous nous intéresserons à elles pour voir comment elles fonctionnent. Vous avez par exemple la Fédération des Congolais de l'étranger en France, vous avez la Fédération mondiale des Congolais en Belgique, d'autres encore que je ne pourrais pas citer. Il y en a légion, il y en a beaucoup. Maintenant, je ne l'ai pas encore dit, je l'ai dit tout de suite, je précise donc, vous êtes enseignant, mais vous enseignez surtout la sociologie et la communication du pouvoir. Petite définition de cette science que vous enseignez à l'université. Oui, c'est-à-dire j'ai fait des études de journalisme d'abord, ensuite de communication sociale et après, j'ai travaillé d'abord comme assistant de recherche à l'université dans notre pays, donc à Kinshasa notamment. Et après, donc, je me suis spécialisé en communication, donc dans deux domaines, parce que mon doctorat, j'ai fait un double doctorat qui était un doctorat de sociologie politique de la communication. C'est-à-dire l'idée pour moi, c'était de m'interroger sur les rapports pouvoir politique et les médias. C'est-à-dire depuis que notre pays existe, depuis que les outils modernes de communication, c'est-à-dire la communication, comme des communications aujourd'hui, évidemment on pense aux supports technologiques qui permettent de communiquer à grande échelle, c'est-à-dire la radio, la télévision, Internet, tout ça. Donc l'idée c'était pour moi de voir... Et aujourd'hui par exemple, en l'occurrence, vous avez un support comme notre support à nous, Congo Kitoko, c'est sur un DVD. C'est sur un DVD qui est aussi un média. Qui est aussi un média. Donc, ce n'est pas de la télévision directe, mais c'est un moyen qu'on introduit dans un lecteur et on a des informations. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, ma spécialité. Mais je m'interroge, c'est-à-dire ma spécialité, c'est de m'interroger sur la gestion politique de ces outils de communication dans notre pays. Donc, une diaspora sans communication, sans information, c'est un danger. Elle n'existait pas. Il n'y a pas de diaspora sans communication. L'idée, c'est maintenant, c'est de s'interroger sur